Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Fabriquer des kits d'avions peut-il devenir une passion? Alors, pour nous en parler, je reçois M. Martin Rousseau. M. Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Rousseau. Dans mon intro, je dis que est-ce que ça peut devenir une passion? Est-ce que c'est une passion pour vous? Ben, en fait, il faut quasiment que ce soit une passion avant de commencer. Avant de commencer? Oui, parce que c'est quand même c'est beaucoup de travail. Ça prend des qualités un peu dans plusieurs domaines. Puis je pense que quelqu'un qui n'est pas passionné ne fera pas ça extrêmement longtemps. Autrement dit, on n'arrive pas du jour au lendemain, on s'achète un ensemble pour monter un avion. On s'assoit à une table puis on commence à faire ça, là, mais c'est pas de même, là. C'était pas de même il y a peut-être 10 ans. De plus en plus avec les technologies puis tout ça, c'est de plus en plus facile, mais ça reste que c'est pas un hobby qui peut être pratiqué par, je dirais, 100% de la population. Ça prend certaines aptitudes, côté pour le vol, côté pour la fabrication. À cette heure, ceux qui n'ont aucune aptitude pour la construction, il existe des modèles déjà tout construits, qu'en à peu près 1 heure, tu peux quasiment voler avec ça. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais ça évite toute la construction, parce que c'est quand même assez long aussi. Sûrement. Ouais. Pour vous, là, comment que ça a commencé tout ça? Ah, ça a commencé, j'étais très jeune. J'ai toujours adoré l'aviation. Puis, évidemment, quand tu es jeune, tu peux pas te payer une grosse avion, alors tu y vas dans les plus petites. Fait que je faisais... ça a commencé avec des petits modèles réduits à coller. Puis, une année, quand le budget était assez élevé, j'ai commencé à faire du téléguidé. Puis, j'ai commencé en 90, puis j'ai jamais arrêté. Puis, je pense pas que je vais arrêter non plus. Fait qu'on peut dire que pour vous, c'est vraiment une passion. Oui, c'est vraiment une passion. Puis il faut aimer ça. Pour faire ça, il faut aimer ça. Ouais. Parce qu'on regarde juste ici un exemple d'un modèle que vous avez ici qui est quand même énorme. Ce ne sont pas, il faut dire que ce ne sont pas de petits avions que vous faites. Non, il y en a des petites, là. Ça commence, je te dirais, à peut-être 2 pieds d'envergure, aller jusqu'à 12, 14 pieds facilement. Jusqu'à la limite, la NASA des drones à l'échelle 1, téléguidé, c'est sûr que là, un budget est incroyable, mais ça reste que, disons, la moyenne du monde vont aller à des avions je te dirais, de 40 pouces à aller à 90 pouces, 100 pouces. Okay. Si on parlait d'aéromodélisme, bon, ça, c'est... vous vous êtes intéressé à ça, mais c'est quoi exactement ça? En fait, c'est de construire des avions qui sont téléguidés, carrément. Ça se trouve être du modélisme d'aviation. OK. T'as énormément de catégories, en fait, là-dedans. Ça regroupe plein de choses. T'as l'avion comme tel, t'as les hélicoptères, t'as les planeurs. Tu peux faire des avions seulement, ce qu'on appelle statique, qui est juste un modèle que tu mets sur une table, qui ne vole pas. Qui ne vole pas. Puis tu as les modèles qui sont vraiment téléguidés, qui volent et qui font de l'acrobatie, qui fait comme une vraie avion. Moi, si je vous demandais, votre premier modèle que vous avez fait, c'était quoi? Ah, ça s'appelait un Duraplane. C'était une dalle de plastique avec des ailes puis un morceau d'aluminium en arrière. C'était très basique, mais c'est ce que ça prend pour commencer à voler parce que c'est quand même difficile à voler. Fait qu'il faut que tu t'attendes les premières que tu aies des bris avec. Là. Fait qu'il faut que ça te prend quelque chose de solide et de facile à voler pour apprendre à voler. Après ça, tu peux y aller dans des avions plus complexes, plus... Moi, j'aimerais ça qu'on parle du CL415. Ouais. Ça, c'est un modèle que vous avez fait. C'est un modèle que j'ai dessiné, designé. CL415, je pense que les gens connaissent, c'est la SOP-Feu qui possède ça. C'est le gouvernement. Ce sont les avions, il y a les CL215 et les CL415, les avions pour combattre les incendies de forêt. Alors, vous en avez monté un? Oui, j'ai fait le design d'un CL415 parce qu'il n'existait pas sur le marché. À l'époque, il n'en existait pas. Fait que moi, je suis dessinateur de métier, donc je me suis mis dans mes temps libres à dessiner un plan d'un CL415. Puis, il fait 80 pouces d'envergure. Puis, je peux embarquer de l'eau et larguer de l'eau, tout comme le vrai, tout comme le vrai, avec le train rétractable et tout.
Il est vraiment... Le vrai modèle CL415. Oui, c'est ça, exactement identique, là, et juste plus petit. Est-ce que c'est turbo-hélice? Nous autres, c'est des moteurs à piston. OK. Tu as des 2 temps, tu as des 4 temps. Il existe maintenant depuis 5-6 ans des turbines, des vrais réacteurs pour les jets et des vraies turbines pour les avec dans le fond une turbine c'est un réacteur avec un hélice. Oui. Ça existe maintenant, c'est de plus en plus abordable, mais c'est encore assez dispendieux. Là. On parle de un réacteur, c'est environ 3500. Oh mon Dieu. Puis une turbine, c'est encore plus cher, là, c'est 4000. Pour en revenir au CL415, on peut dire que ça vous prend combien de temps faire monter tout ça? La construction peut prendre environ... ça dépend toujours de la complexité du modèle. J'ai déjà construit un avion en une fin de semaine, mais normalement, là, c'est plus là, dans les 200, 300, 400 heures là, facilement. Ah mon Dieu, oui. Tu peux passer une bonne hiver là, à faire ça facilement. Vous en faites quoi, vos avions? Parce que tout à l'heure, on va y aller avec plusieurs modèles là, que vous avez faits, mais est-ce que vous les vendez? Est-ce que vous les exposez? Parce que quand on parle d'avions de 90 pouces et plus, ça prend quand même beaucoup d'espace. Parce qu'on aurait aimé en avoir un ici, un modèle, mais on n'était pas capable parce que c'est trop gros. Vous les entreposez où? Vous faites quoi? J'ai des racks chez nous que je vais tout placer ça, mais j'essaie d'en garder toujours 3-4. Puis les autres... je les vends à mesure. Là. À mesure. Normalement, je garde mes avions à peu près 5-6 ans. Okay. Puis après ça, je m'en départis tranquillement. Puis parce que par manque de place, là, entre autres. C'est ça, exactement. Parce que il faut dire que c'est quand même assez grand comme. Oui. C'est pas tous des gros avions que j'ai non plus, là, mais la majorité à cette heure sont quand même assez grosses. Puis on vole, le but c'est de voler. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr que c'est de voler. C'est le fun, c'est très le fun à construire, mais c'est encore plus le fun à voler. C'est sûr. Quand on voit notre chef-d'œuvre qu'on a bâti nous-mêmes, puis on le voit que dans les airs, puis c'est nous autres qui le dirige. C'est très valorisant parce que tu dis, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Ça vole, ça marche, et puis tu voles avec, tu peux faire plein de choses. Tu fais tout ce que la vraie fait et encore plus. Exactement. Fait que, non, c'est parce vraiment que moi, je connais des gens qui sont dans... Il y a un club qui existe où les personnes vont... je pense que c'est sur le chemin de Dupuis, là, si je me souviens. Oui, le club s'appelle les Moustiquaires de la Sarre. Exactement, c'est ça. On est une vingtaine là-dedans. Vous êtes dans ça? Oui. OK, parce que moi, j'ai un de mes voisins qui est dans ça aussi, puis je ris, puis c'est pas drôle, parce que souvent, il m'arrive, je suis allé voler, puis j'en ai perdu 2. Il me montre ses morceaux, tu sais. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, mais j'ai été chanceux. Ça m'est arrivé seulement 2 fois dans toute ma carrière de pilote. Là. C'est sûr que c'est un... faut toujours que tu dises, quand tu construis l'avion, c'est possible qu'elle ne fasse pas un vol. On le fait pas dans ce but-là, c'est certain, parce que sinon, tout le monde abandonnerait tout de suite. Mais la plupart du temps, ça se passe assez bien. Là. Il peut arriver des avaries tout à fait normales, mais... c'est pas vrai qu'à chaque fois que tu vas voler, tu reviens avec un tas de baguettes non plus. Non, sûrement pas. Parce que lui, il en fait beaucoup. Puis, mais c'est arrivé que je pense que c'est le vent qui est le plus difficile à contrôler. Ça dépend toujours des modèles. Il y a des modèles que dans le vent, ça va très bien. Il y en a d'autres, ça va moins bien. Puis il y a aussi le pilote au travers de ça qui est très important. Là. C'est surtout, je dirais, le facteur premier des crashs, c'est le pilote plus que l'avion. On se modernise beaucoup, M. Rousseau. On va parler de la coupe au laser. Dans votre cas, à vous, et peut-être dans d'autres cas aussi, ça devient essentiel? Essentiel, oui et non. Ça a été essentiel pour moi à cause que j'avais démarré mon entreprise là-dedans. Puis j'étais obligé de faire couper mes pièces à l'extérieur du pays. Je faisais faire ça au Texas parce qu'il n'y en avait aucun ici. Ah oui? Puis ça coûtait... quand même assez cher par kit, le transport, les douanes et tout le tralala. Fait qu'une année, quand j'ai eu assez de volume de vente pour justifier l'achat du laser, j'ai été de l'avant avec ça, parce que c'est quand même 30 000 là, comme équipement. Là, fait que c'est un investissement. Mais ce ne sera pas tous les modélistes qui vont acheter ça. Est-ce que cette coupe au laser-là, ça vous a permis de décrocher des contrats que vous n'auriez peut-être pas eu si vous n'auriez pas cette coupe-là? Oui. Je fais beaucoup de... Si on prend juste l'aspect modéliste, je fais beaucoup de coupes pour d'autres modélistes à la grandeur du Canada qui désignent les pièces. Sur Astor, avec l'informatique, c'est beaucoup plus facile de dessiner, faire des plans. Alors, ils m'envoient les plans, je découpe ça, puis
J'ai débordé un petit peu de l'aéromodélisme. Je fais aussi du modélisme naval. Là. Je coupe des pièces pour des modélistes navals. Puis je fais aussi des pièces pour des choses complètement différentes du modélisme, mais du monde qui ont besoin de faire de la découpe de bois, de la gravure, des choses C'est quel comme ça. genre de contrat? Est-ce qu'il y en a qui vous arrivent? Puis, bon, moi, j'aimerais avoir, mettons, je sais pas, un beaver. Tiens, beaver. Pourriez-vous me monter un beaver? Puis vous chargez le prix, etc. Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Pas à ce ou si point-là, vous en parce montez que... juste pour vous? Non, moi je fais des kits. Je vends les kits complets. C'est que je découpe tout le bois, je fais les pièces de fibre de verre, je fournis... j'ai un petit peu de machinage au travers de tout ça. Je fournis, dans le fond, toute la quincaillerie que la personne a besoin. Donc, c'est un kit, mais c'est pas monté. C'est vraiment la personne, le client, il faut qu'il le monte, parce que c'est trop long à monter. Il faudrait que je fasse ça à journée longue. Puis je peux pas dire, si quelqu'un m'arrive et dit « Moi, je veux avoir un beaver », si je l'ai pas déjà dessiné, je pourrais pas lui dire ben oui, je te fais ça de même là, parce que c'est beaucoup de travail, ça peut être un 6 mois d'ouvrage là pour désigner un kit là, fait que c'est beaucoup de travail. J'ai plusieurs kits présentement, puis j'essaie de toujours d'en faire, mais c'est sûr que je vais écouter les besoins des clients. Si ça fait 10 personnes qui me demandent la même chose, maintenant, je vais dire, bon, ça vaut la peine. Mais au moment où l'on se parle, vous avez combien de kits? Vous pouvez faire combien de kits, de modèles? Présentement, j'ai 4 ou 5 modèles. Okay. J'ai le Beaver, j'ai le CL415, j'ai le Cap 10, qui est un avion d'acrobatie français. J'ai le Pilatus Porter, qui est un avion... on peut dire de brousse, mais très populaire en Europe, surtout pour les parachutistes. On voit souvent, les parachutistes utilisent énormément cet avion-là. C'est un avion qui est très, très populaire en Europe. Après ça, j'ai le Cessna 185 qu'on voit plus régulièrement dans le coin ici. Qu'on voit souvent. Puis présentement, je suis en train de finir le Turbo Beaver, qui est la version modernisée du Beaver, qui avait un moteur radial, qui est là et fait avec une turbine. Moi, si je vous demandais, là, les dimensions, disons, de votre plus gros avion que vous avez monté présentement, c'est le Pilatus Porter qui fait 10 pieds d'envergure. 10 pieds d'envergure? 10 pieds d'envergure. À ce moment-là, les ailes sont en deux parties. Dans le fond, il y a une moitié d'aile qui est démontable pour que ça rentre dans une voiture, évidemment. C'est ça. Puis avec un tube d'aluminium, là, tu viens rentrer tes ailes là-dedans, puis barrer ça tout, puis fait que ça prend beaucoup moins de place, évidemment. Puis ça vole, tout simplement. Vous les faites voler. Oui, c'est un moteur de 45 cc qui va dans cet avion-là. Fait que c'est un moteur aussi fort qu'une mobilette, dans le fond. C'est même une mobilette, je crois, c'est 49 cc. Fait que c'est presque aussi fort. Puis ça peut atteindre des vitesses. Cet avion-là, c'est pas un avion tellement rapide, mais ça peut atteindre facilement 150 km/h. Ah oui, tant que ça. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez... il faut que tu sois assez rapide sur les boutons, oui. Mais comme je dis, cet avion-là, elle n'est pas rapide, mais tu en as d'autres là, que tu as des avions à réaction maintenant qui vont dans les 300 km/h. Puis c'est téléguidé. C'est téléguidé, 300 km/h. Ça vient de passer. Ça va assez vite, oui, effectivement. Faut que tu sais... En avez-vous piloté de ça manuellement? Je veux dire, en avez-vous... À cette vitesse-là? À cette vitesse-là, non. Moi, la mienne, la plus rapide que j'ai, chronométrée officiellement, disons, là, c'était 160 km/h. C'était un avion... C'est quand même 160... c'est quand même 100 000 à l'heure. Oui, c'est quand même assez vite, mais ça paraît peut-être pire que c'est, dans le fond, parce que c'est... étant donné que c'est dans les airs, on a de la place en masse, normalement. Fait que c'est ça, tu vas pas voler n'importe où avec ça. Sûrement pas. Ça, c'est certain. Moi, si je vous demandais le prix d'un kit, là, on va employer ce mot-là pour que tout le monde comprenne bien. Là. Le budget, disons. C'est ça, et c'est combien, mettons, le plus petit kit aller au plus gros? Quelqu'un qui commence pour avoir, disons, qui n'a absolument rien puis qui achète tout flambant neuf, tu peux t'attendre facilement à 300-400 $ environ. Et ça, c'est le minimum. Le maximum, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si on prend l'avion de 300 km/h que vous parlez. Oui, souvent les jets, là, ça va aller dans les... si en plus, c'est une vraie juste la turbine, c'est 3500. Fait que tu peux avoir des avions facilement de 5-6 000 $ et plus. Là. Mais rendu là, ça prend des pilotes premièrement expérimentés. Sûrement. Disons que la deuxième année, tu t'achètes pas un jet. C'est pas une bonne idée. Moi, si je vous demandais... D'où provient votre clientèle, en général? Ma clientèle, là, c'est le monde.
C'est le monde. C'est avec Donc, c'est l'Internet. par Internet à ce moment-là. C'est par Internet. C'est vraiment le monde. Je veux dire, j'ai environ facilement 60% de ma clientèle qui est en Europe. Parce que ça donne que j'ai des kits qui sont populaires en Europe. Le CL415, malgré que c'est un avion canadien, est très populaire en Europe parce qu'il y a beaucoup de pays qui l'utilisent là-bas. Oui, exactement. C'est ça. J'ai le Cap 10 qui est un avion français, donc qui est très populaire là-bas aussi. Et le Pilatus qui est un avion suisse qui est aussi très populaire là-bas. Très populaire. Fait que ça donne comme ça. Puis après ça, le restant, c'est les Américains puis Canadiens. Là. Vous avez fait la une d'une revue américaine, RC Report. Ouais. C'est quoi exactement? Ben, c'est une revue qui est strictement reliée à l'aéromodélisme. C'est une revue qui est spécialisée dans les... ils disent en anglais des reviews, là, des tests, comme un genre de protégez-vous du modélisme, en fin de compte. Puis, c'est ça, c'est eux autres qui m'ont contacté, ils m'ont offert de faire un article sur mon avion. Fait que j'avais fourni un kit à un de leurs reporters, dans le fond, qui l'a construit, qui l'a volé, puis qu'après, il a fait l'article sur... l'article, c'est 11 pages. C'est tout. Il explique toute la construction de A à Z, du début à la fin. Puis après ça, les tests en vol et tout le tralala. Quelle répercussion cet article-là a pu avoir aujourd'hui? Juste... quand l'article est sorti, le mois que l'article est sorti, j'ai eu 1000 visites de plus sur mon site. En partant, ça a été c'était une bonne achalandage de plus. Présentement, j'ai pas eu de vente directe encore, à ma connaissance. Mais bon, l'article est paru au mois de janvier aussi. Quand même, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça l'a pas nuit. En janvier, donc ça veut dire que c'est quand même frais, récent, oui, c'est quand même récent. On va voir ça peut-être. Ça, c'est souvent des choses à long terme. À long terme, exactement. Les avions de ce prix-là, le monde souvent vont prévoir d'avance. C'est ça. En terminant, si on parlait de votre entreprise, là, MR Aero Design, c'est quoi exactement? C'est ça qu'on touche toujours à l'aviation. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, c'est que ça a commencé dans les années 95-96 où j'avais dessiné le CL415. Puis une année, j'étais sur un forum de discussion sur Internet. Puis il y a quelqu'un qui demandait un plan d'un CL415 parce qu'il n'y en avait pas sur le marché à l'époque. Fait que moi, j'y avais dit, ben regarde, je viens d'en faire un. Il dit, si tu veux, je te vends le plan, puis tout ça. Puis finalement, dans la même discussion, je l'ai vendu 3 ou 4. Fait que là, ça a sonné une cloche. Je me suis dit, ben il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Il y aurait sûrement des choses à faire. Fait que ça a commencé comme ça. En terminant, monsieur, parce que le temps presse beaucoup, monsieur Rousseau, votre plus grand rêve, c'est quoi? Ben c'est ça, c'est de construire une vraie avion. Ça, c'est certain que je pense que tout aéromodéliste veut un jour aller dans le vrai, dans le vrai, en fin de compte, oui, c'est ça. Mais il y a plein de modèles que je veux faire en télé-idée que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et votre conjointe aussi, qui vous accompagne dans toute qui m'accompagne et qui me soutient. Monsieur Rousseau, merci infiniment. C'était très, très intéressant. Puis on va surveiller les avions qui vont passer au-dessus de nous. Je vous remercie beaucoup, monsieur Rousseau. Merci. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient. Restez avec nous. L'association HOG de l'Abitibi-Témiscamingue est une association peut-être un petit peu moins connue si vous ne possédez pas une moto Harley. Alors, et également, cette association-là fait un tirage annuel. On va en parler un petit peu tantôt, les montants d'argent que cette association-là donne en Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous parler de cette association-là et surtout d'une randonnée qui va se faire à l'été, et également du tirage, qui est très important. Je reçois un des responsables de ce tirage, M. Yvon Legueux. Yvon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Il me dit monsieur, là. Voyons, Yvon. Yvon, dans mon intro, je disais que, bon, l'association HOG était quand même un petit peu moins connue pour ceux qui n'ont pas de bicycle. Ceux qui en ont, on parle de HOG. Ah oui, ça, ils savent tout, c'est quoi. Mais c'est quoi exactement que l'association HOG? L'association HOG, ça appartient à Harley-Davidson. Et puis, est parrainé par les dealers Harley-Davidson. En région, c'est Bibo Motorsport qui est à Val-d'Or. Mais HOG, ça veut dire, en d'autres mots, c'est groupe de propriétaires de Harley. Ah, oh. Fait que ça veut dire que ceux qui font partie de l'association HOG, ce sont des motocyclistes qui possèdent une Harley-Davidson. Exactement. Vous l'avez aussi en deux groupes. Soit l'international, qui regroupe peut-être 900 000 membres partout dans le monde. Vous faites partie d'une grande famille. Oui, mais régionalement, vous avez 2 chapitres en Abitibi.
Vous avez un chapitre local qui est à Rouyn-Noranda. Puis vous avez un autre chapitre. Noranda, c'est le nord-ouest. Puis à Val-d'Or, le chapitre Abitibi. Ah, OK. Juste pour en revenir, parce que au tout début de l'émission, quand il m'a dit monsieur, c'est parce qu'on s'était mis d'accord au début de l'émission à se dire, s'appeler par nos prénoms, puis il commence avec monsieur Marc. C'est tout pardonné. Okay. Bon, OK, fait qu'on en vient. Il y a Hog, Abitibi-Témiscamingue, Hog international également, 900 quelques mille membres. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui. C'est une association qui est puissante. Bien, puissance, c'est plus niveau social. Oui, c'est ça. En termes de participants, moi, je veux dire. Mais en Abitibi-Témiscamingue, vous avez 250 membres. Ça veut dire qu'en Abitibi-Témiscamingue, 250 membres, c'est 250 personnes qui ont une Harley-Davidson. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui. Oh, mon Dieu, ça veut dire que ça laisse pas beaucoup de tests aux autres, il me semble. Mais vous avez des propriétaires de Harley aussi qui sont pas membres. Oui, aussi, oui. Également. Bon. Très vitement, avant de passer à la randonnée puis tout ça, pour être membre de Hog Abitibi-Témiscamingue, on fait quoi et quel est le coût? Si vous faites partie d'un international, c'est de 30 à 60 $ par année. Si vous faites partie d'un chapitre local, c'est 25 $ par année. Ah, OK. C'est pas plus que ça. C'est quand même pas extraordinaire. Là, on va aller avec une randonnée que vous allez faire. Bon, c'est une randonnée. Est-ce que c'est une randonnée annuelle? C'est une randonnée annuelle. Cette année, c'est la 10e randonnée du pompier. Puis, en tant qu'organisateur principal, je suis un membre égal avec tout le monde. Okay. Je fais partie au moins de 4 chapitres. OK. 2 de l'Ontario, puis j'ai les 2 de l'Abitibi. Mais en tant qu'organisateur principal de la randonnée du pompier, c'est une activité annuelle. OK, c'est annuel. Vous attendez combien de personnes? Bien, théo conditionnel à la température. C'est sûr. Les dernières années, c'était 180, 190 motos. OK. On faisait le tour de l'Abitibi. Et puis, on regroupe à peu près 250 à 300 personnes. Oh mon Dieu, ça fait que dans toute la journée. Alors, si on parlait de l'itinéraire. Pour cette année, on se demande toujours comment est-ce qu'on fait pour ramasser des sous, puis le financement, puis pour la randonnée du pompier. C'est pas compliqué. On a des commanditaires annuellement. On a aussi des membres qui vont chercher des dons personnellement de chum. Puis on a aussi des dons recueillis dans la rue. Parce que dans l'itinéraire, nous avons un horaire à respecter. On le départ à une telle heure, on s'en va à une telle place. Puis on a des permis pour solliciter dans la rue, dans chaque ville. Ah, bien. Puis les gens sont généreux. Ben, quand on parle d'Abitibi-Témiscamingue, les gens ils sont généreux. Ça, on en a la preuve là, avec le Téléthon. Il y a la ressource, plein de paquets d'affaires. Les gens sont très généreux quand on parle de... Alors, ces participants-là, ils viennent de où? Ils viennent d'un peu partout du Québec. J'en ai de Québec, j'en ai de Gatineau, des Laurentides, Laval. J'en ai du nord, d'un peu partout du nord de l'Ontario, peut-être 50 motos du nord de l'Ontario. Qui partent de Hearst, mettons en allant par ici, Cochrane, Smooth Rock Falls. Exactement. Ça part le vendredi, puis on se regroupe le vendredi soir pour le départ le lendemain pour la randonnée. C'est quelle date, la randonnée? Cette année, c'est le 6 juin. 6 juin. Puis, pour vous faire un petit historique, là, j'aimerais, dans les 2 premières années, c'était plus interne. Mais si on parle de 2002, c'était un refuge Pajot, puis c'était 800 $ qu'on avait recueilli. Là, il faut s'entendre sur ça. Donc, vous faites un tirage, qu'on va parler tantôt. Vous faites un tirage et les revenus de ce tirage-là sont redonnés dans la population. Totalement, 100%. 100%. Ça, c'est important de le dire. Alors, c'est donc dire que lorsque vous verrez cette randonnée-là de Hog le 6 de juin, soyez généreux. Si c'est pas pour eux autres, ils vont redonner, puis je pense qu'ils vont, là, on va en nommer une couple là, que vous avez déjà. Bien, ça a commencé, Refuge Pajot, 800 $. Il y a eu le cancer, il y a eu la sclérose en plaques, les grands brûlés. Il y a eu prévention suicide, programme de réadaptation cardio-respiratoire, puis le Parkinson. C'est 13 000, 14 000, 13 000. C'est ça qui est très important à dire parce que ce tirage-là, puis je vais le redire encore, participer parce que c'est vraiment important. Parce que quand on regarde ici les montants, 2 400, 6 769, 11 000, 13 000, 13 000, ce sont des montants d'argent qui sont redistribués dans la population à des organismes comme le Refuge Pajot.
Et cette année, on le donne à qui? C'est la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, Rémi Mailloux, qui est le directeur général. Alors, soyez généreux. Oui. Puis en passant, nous sommes fiers, très fiers de faire partie de cette grande famille-là. Oui, exactement. Et c'est Rémi, extraordinaire. Tout le monde connaît Rémi. Puis, Oui. Rémi, quand il demande quelque chose, on ne peut pas dire non. Mais quand on lui demande quelque chose aussi, Oui. il dit jamais non. Puis on en a la peur parce que ce matin, Rémi était ici pour pour venir. Alors, le tirage. Bon, on parle du tirage, les billets. Je ne sais pas si Jean pourrait essayer de venir nous chercher un gros plan. Ce tirage-là. Bon, on fait tirer quoi et le coût? Pour cette année, nous avons un objectif de 45 000 pour la ressource. Oh mon Dieu, oui. Par le tirage. Okay. Le tirage, Okay. c'est les bénéfices sont entièrement pour la ressource. OK. 100 OK. Si tu as une Harley-Davidson d'un modèle FLHX, Qui est un des modèles les plus populaires de les cet plus incite. populaires, OK. Oui. OK. Puis nous avons eu aussi 2 pré-tirages. Le 1er février, c'est une madame de Val-d'Or qui a gagné, c'est madame Lynn Ringuette. Et puis on a eu un autre pré-tirage le 8 février. Puis, c'est la brigade des pompiers de Macamic qui ont gagné 1 000 $. Ah, mon Dieu. Fait que c'est quand même... C'est important de le dire, puis je ne reviendrai jamais assez. Ça reste ici, là, en région. Le coût du billet, Yvon. C'est 50 $ du billet. OK. Il y avait 1500 billets en circulation. Il nous en reste environ 200 billets. OK. Et puis, j'invite la population, ceux qui s'intéressent, je peux vous donner des contacts. Oui, s'il vous plaît. Pour nos contacts, vous avez tout simplement dans la région de Rouen, d'aller au bureau de la ressource, soit demander Rémi ou Ginette. Vous avez aussi Gaston Jolivet, 819-763-0250. Au Témiscamingue, Luc Lacroix, c'est le 819-627-1644. Amos Régent Couture, 819-727-5931. À Val-d'Or, vous avez Bertin Simard, 819-825-6539. Ou chez Bibo Motorsport, chez le dealer. Et puis à la Sarre, vous pouvez me contacter, c'est le 333-9445. Yvon, merci infiniment. Puis les gens, s'il vous plaît, participez parce que comme Yvon vous l'a si bien expliqué, tout ce qui sera amassé au cours de ce tirage-là seront remis entièrement au Téléthon de la ressource, à la ressource pour personnes handicapées. C'est excessivement important. On souhaite que le 6 de juin soit une très belle journée, qu'il fasse beau, puis on va voir passer ça chez nous. Puis, en même temps, vous allez, entre parenthèses, quêter aussi dans chaque place que vous allez passer. Fait que soyez généreux. C'est pas l'argent qu'ils vont ramasser, ils les mettront pas dans leur poche pour aller prendre un café à Amos ou à Val-d'Or. C'est pas ça. C'est gardé entièrement et c'est redonné entièrement à la ressource. Yvon, merci infiniment, puis bon succès avec cette randonnée-là, puis bon succès également avec ce tirage-là. Merci beaucoup, Gaby. Ça me fait excessivement plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.